Miami est toujours en vie, les Lakers ont perdu ce match 5 et donc nous aurons dimanche soir un superbe match à 6. Mais aujourd'hui, maintenant, on va tenter de débriefer ce superbe match. Beaucoup de tension. Une dernière action qui a beaucoup fait parler. Là, on en parle tous sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à dire, Erwan. Ouais, on s'est régalé. Et honnêtement, quand on voit l'intensité de ce match 5, tu disais souvent depuis le début des finales que tu avais du mal à te mettre dans ces finales. Tu n'avais pas l'impression que c'était des finales NBA. Je comprenais à peu près ce que tu voulais dire, même si je ne partageais pas complètement ton avis. Honnêtement, ce soir, on a vibré. On a assisté à un match. Un grand match. Je le dis maintenant, je n'ai pas ressenti cette tension-là depuis le match 7 Warriors Cavs de 2016. Honnêtement, j'ai vécu un grand match de basket et je suis content que ça continue, sans être pro Lakers ou pro Heat. Je suis content que ça continue tant les acteurs nous ont régalé ce soir. On a eu des stars au niveau, on a des grands moments de basket aussi des deux côtés, on a des grandes actions qu'on va essayer de débriefer tous ensemble. On va parler en long et en large de ces dernières actions avec le tir de Danny Green qui passe loin de la mire. La petite passe de Markieff Morris aussi derrière. On va essayer de débriefer tout ça. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer par ça parce qu'on fera le déroulé du match. Mais il faut aller sur le plus chaud. Dites-nous dans les commentaires, là, dans le chat, puisque nous sommes en direct à 5h49 sur Twitch avec déjà plus de 1000 personnes. Donc on est ravis. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces dernières actions. Alors Erwan, Jimmy Butler a été extraordinaire. LeBron a été fantastique tout du long, des pourcentages complètement fous, des passes, des rebonds et un duel. J'ai envie de te dire, dont on se souviendra très longtemps. Non, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on adore. C'est ce qu'on adore en NBA. C'est des duels, c'est des mano à mano comme ça. Et on a eu le droit ce soir à un mano à mano qui s'est terminé avec la dernière possession dans les mains de LeBron James. Voilà, sur les 2 dernières minutes, les ballons sont à Butler, les ballons sont à LeBron James. Et les deux vont se les chercher. Sauf la dernière possession, on va revenir dessus. Mais c'est exactement les scénarios de match qu'on a envie de voir. Et franchement, ça a été avantage, donc forcément, sur cette fin de match à Jimmy Butler, qui a été héroïque, qui est allé au bout de lui-même quand à un moment donné, il provoque la faute, qui va se poser sur les rambardes derrière, on le voit à bout de souffle, que je pense même qu'Eric Spoelstra, à ce moment-là, prend temps mort, mais même pas stratégiquement parlant, il prend temps mort pour que Jimmy Butler souffle, je pense. Vraiment, tant on le sent à bout. Ils sont allés au bout de même le 8. Pareil pour les Lakers. Et voilà, ça se joue sur une dernière possession. C'est tout ce qu'on aime. Le score, donc 111-108, avec des lancers forts pour Jimmy Butler, un incroyable LeBron sur des tirs et de la pénétration en force sur la fin du match. Le mano à mano, en fait, c'était vraiment Butler contre LeBron avec panier, le AD qui défend sur Jimmy Butler, LeBron qui enchaîne. Et on arrive à cette dernière action où les Lakers ont une chance à -1 de repasser devant et donc temps mort pour les Lakers. Et le système visiblement, tiens, regarde, super. Alors là, magnifique. Si tu peux me remettre juste un peu plus tôt pour qu'on se le remette. Tu l'as pas un tout petit peu plus tôt par hasard, Tom? Ok, ça commence comme ça. En gros, il y a un écran de je sais plus qui d'ailleurs pour LeBron. LeBron va faire une pénétration à droite et va être confronté à 3 ou 4 joueurs du Miami Heat. Et derrière de Danny Green d'ailleurs, Danny Green. Et donc du coup la défense se resserre, sachant que LeBron a été très fort sur une pénétration juste avant. Danny Green est grand ouvert, LeBron ressort bien la balle sur Danny Green qui va envoyer ce tir, cette chaussette, comme dit Polo. Il est vraiment très court, sachant qu'il avait mis un bon tir un peu plus tôt. Et ensuite la passe de Markieff Morris qui restera pas dans les annales du basket. Qu'est-ce que tu penses, Erwan, de cette dernière action? Que c'est pas clair, que cette espèce de situation de pick and roll à 2, j'ai pas l'impression que c'est une sortie de temps mort. Et pourtant, on a l'impression que sur toutes ces finales, toutes les sorties de temps mort sur les 5 matchs qu'il y a eu ont toujours été propres chez les Lakers. Si tu regardes bien, toutes les sorties de temps mort, il y a plutôt une bonne action. Là, c'est une sortie de temps mort pour gagner le titre. Et je comprends pas ce qui se passe. Danny Green et LeBron pour un pick and pop. J'ai l'impression qu'en plus que c'est pas vraiment ce qui est demandé. Il n'empêche que c'est ce qui se passe. Après, LeBron fait cette passe qui est ouverte. Alors oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Oui, c'est ce qu'il faut faire parce qu'ils sont 3 sur lui fermés. Mais il s'emmène dans une... LeBron et les Lakers, mais c'est LeBron qui a la balle en main, s'emmène dans une situation où il ne doit pas s'emmener. Je suis désolé, j'ai souvenir de beaucoup de gros tirs sur les finales NBA dans toute l'histoire. J'ai pas souvenir d'un panier pour la gagne qui se termine sur un lay-up. Et là, pour moi, LeBron, une fois de plus, il va fixer, effectivement, il va au lay-up, il n'aura pas de lay-up. Et ce qu'on veut, c'est que le dernier tir, ça revienne à LeBron James. Bien sûr. Et surtout qu'il est dans un bon soir, dans un très grand soir d'adresse. Ouais. Il est inspiré. Et puis sur cette dernière minute, il va chercher les ballons sur du post-up, sur Jimmy Butler, sur de la faute, bataille au rebond pour remettre dedans. Il va se les chercher, ces paniers. On adore ça. Mets-moi une putain d'isolation. Crée-toi un tir. Parce que de toute façon, tu n'auras pas de lay-up pour gagner un titre. Ça n'existe pas. Voire pas de faute. Voilà, voire pas de faute. Ça n'a jamais existé. Donc,
Oui, donc il doit faire la passe à Danny Green, mais à ce moment-là, pour moi, il est déjà allé trop loin dans la possession. Moi, ce qui me pose un peu problème, et on regarde les stats de LeBron, extraordinaire d'adresse, il a été. Bah, tu vois, quand on parle souvent des débats pour être qui est le meilleur joueur de tous les temps, bah, c'est ce type de match-là qui te permet de rentrer dans la légende. Normalement, il faut faire gagner ton équipe. Et moi, ce qui me pose problème, c'est ce que tu viens de dire, c'est que sur les 2 dernières actions des Lakers, la première, c'est un post-up de LeBron avec une défense très resserrée de Miami. Et moi, dans ces moments-là, j'en attends que LeBron prenne ce tir, ce qu'il a fait pendant tout le match. Et bien sur les 2 dernières actions, il a fini sur des passes. Et moi, ça m'a toujours frustré énormément que LeBron ne tire pas. Alors on va me dire que c'est ce qu'il fallait faire. Bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire, mais en fait, c'est dans le dessin de base que ça me pose problème. L'action juste avant, donc c'était sur une skip pass à KCP qui prend un tir un peu en galère et c'est Anthony Davis sur un rebond, sur un airball, rebond offensif, va marquer. Mais moi, j'aurais aimé que LeBron prenne un fadeaway là-dessus, par exemple, parce qu'il en a mis dans ce match-là, parce qu'il est dans un grand sort d'adresse. Et sur cette dernière action, moi, je ne comprends pas, et comme tu viens de le dire, que ça se finisse sur un pick and roll de Danny Green. Visiblement, on a dit que Danny Green, c'était réel, quoi. C'est-à-dire que un tir pour la gagne, ça doit revenir dans les mains de Danny Green, presque, avec le dessin proposé par Frank Vogel. Donc moi, je suis très frustré qu'il l'ait raté ou qu'il l'ait mis. C'est un autre problème. Mais moi, ça m'a toujours beaucoup frustré que LeBron tente des passes dans les derniers instants. Donc, dites-nous ce que vous nous dites, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est exactement ce qu'il fallait faire? Bravo, c'est un tir ouvert et c'est ce qu'on voulait. Ou est-ce que on aurait peut-être pu faire autrement, au-delà même du résultat? Moi, j'ai cette sensation quand même que LeBron doit prendre ce dernier tir. Et ça doit être un tir à mi-distance, parce que la NBA, c'est les tirs à mi-distance dans les grands matchs. Jimmy Butler l'a prouvé ce soir, par exemple. Mais exactement. Exactement. Je pense que la comparaison aujourd'hui avec Jimmy Butler, c'est que Jimmy Butler, toutes les dernières possessions, il les joue. Et il y a ce tir sur Markieff Morris sur un retour sur un pied. Il y a ce tir sur Anthony Davis. Il va se créer ces tirs. Et moi, ce dont j'avais envie avec le LeBron James, c'est ce dont on avait tous envie, c'est qu'il crée ce tir-là. Alors, on sait qu'il a toujours été comme ça dans l'altruisme, mais après, Danny Green le met, on dit bravo, génial. Et certains dans les commentaires, je vois, nous parlent de Steve Kerr ou de John Paxson. Ouais, mais jamais sur des premiers titres. C'est une équipe qui a c'est à l'époque, les Bulls, c'est une équipe qui avait un autre vécu. John Paxson, c'est pour le 3e titre. C'est pour le 3e titre du premier flip-it. Et Steve Kerr, c'est pour le 2e titre du 2e flip-it. Donc, moi, ce soir, j'avais besoin que la situation soit plus claire. Il y a une sortie de temps mort quand même. Ils ont tout ce qu'il faut. La situation, déjà, elle n'est pas claire. Danny Green au pick and roll, je ne comprends pas pourquoi. Et derrière, je veux qu'il y ait une isolation réelle, une vraie isolation, ou en tout cas une situation beaucoup plus claire pour que LeBron puisse créer ce tir-là. Là, voilà, après, moi je te dis, il attend, de toute façon, il attend et j'ai l'impression qu'ils ont peut-être la naïveté de croire qu'il peut aller au lay-up. Mais je te dis, moi, jamais, et surtout une équipe comme Miami, aucune équipe même en finale de NBA va te donner un lay-up pour gagner, pas un match, un titre. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut imaginer que c'était ce que voulaient les Lakers, c'est-à-dire qu'ils refont entrer Danny Green sur le terrain à la place de Caruso? C'est Danny Green qui pose l'écran à LeBron, donc on peut imaginer que comme la défense va aller à fond sur LeBron, et si la première option c'est LeBron sur un drive, LeBron fait son choix et il va chercher un shooter, sûrement Danny Green qui aura posé l'écran, est-ce qu'on peut imaginer que Frank Vogel dise c'est toi qui vas nous faire gagner? Enfin, en tout cas, collectivement, Danny, tu vas nous faire gagner. Mais alors, ça peut se tenir, mais alors dans ce cas, c'est de la merde. Si tu veux juste cette situation avec un shooter, aussi, ouais. moi je pense qu'il y a dans la hiérarchie, je le fais avec KCP, qui le fait dans les matchs aussi piqués, rollés, et qui a été énorme sur ce match-là, on va y revenir aussi, ou Caruso en 2e. Ou Anthony Davis plutôt. Ou Anthony Davis même aussi, s'il qui peut blessé. Il y a Caruso aussi. Mais le dernier mec à qui, sur ces finales, sur ce match-là surtout, et sur ces finales, à qui on a envie de donner la balle, c'est Danny Green. C'est Danny Green qui d'ailleurs fait pas gamelle. Il envoie une chaussette, touche à peine le cercle. Enfin, c'est dommage parce qu'il en avait mis un juste avant. Dans l'état actuel où est Danny Green, c'est pas à lui qu'il faut aller chercher la balle. Alors, toujours pareil, après, il y en a certains, alors les idéalistes vont peut-être dire non, c'était ça, il était ouvert, faut faire la passe. Oui, moi je crois que les superstars doivent des fois forcer leur destin, et ce soir, j'aurais aimé encore une fois que LeBron force le destin. En tout cas, je vois dans le chat, ça divise pas mal le monde, enfin ça divise nous et vous. Si pour vous c'est exactement ce qu'il fallait faire, eh bien tant mieux. Erwan vient de le dire, moi je continue à penser que les superstars doivent prendre les derniers tirs, quitte à rater. Rater, ça fait partie du jeu, et je le comparerai pas à ses prédécesseurs, que ce soit aux Lakers ou dans l'histoire, mais j'ai toujours eu moi cette sensation que LeBron, sa légende doit se créer par des grands tirs. Il en a déjà mis des tonnes. Mais encore une fois, là, il a préféré faire une passe. Et on se souvient qu'à un moment donné, à Miami, on disait qu'il préférait faire des passes dans les fins de match plutôt que de tirer. Donc j'ai un peu eu cette sensation-là. Au-delà des haters ou je sais pas quoi, c'est vraiment
dommage de finir un match à 40 pions et d'être aussi fort sur 2 passes. Il fait un match extraordinaire. Il les tient complètement. Il est fantastique. À un moment donné, les Lakers ne défendent plus très bien dans ce match-là, sont dominés clairement, notamment avec l'adresse à 3 points du 8 et la création de Jimmy Butler. Duncan Robinson fait un match fantastique. Il les tient. Quand ils sont à un moment, c'est lui qui va mettre déjà des bonnes défenses, qui va mettre le de la nombre relance, de tirs externes, qui va mettre des tirs à 3 points, qui va les mettre des N1. Enfin, il s'occupe de tout pendant ce match-là. Et encore raison de plus, avec des stats comme ça, on a encore plus envie qu'ils prennent le dernier tir. Alors maintenant, si les pros LeBron, et je peux les comprendre, se contentent de dire « Ah mais regarde les stats », oui, mais aujourd'hui, ce qu'on aurait voulu, c'est que les Lakers finissent le match avec en tout cas, moi, quitte à ce que les Lakers perdent, je préfère que LeBron, dans un soir à 43-7, à 15 sur 21 au tir, prenne le dernier tir, plutôt qu'un mec qui est cramoisi et qui joue en Santiago. Là, c'est clair. Voilà, on a fait un peu le tour sur cette dernière action. On va essayer de parler du match plus globalement, parce que Miami a donc gagné. On a l'impression que les Lakers sont perdus, mais Miami a fait un match extraordinaire. De bout en bout, Jimmy Butler a joué au niveau de LeBron, c'est-à-dire que sur les points évidemment, mais dans l'implication des autres et dans l'impact sur la fin de match, Jimmy Butler était incroyable au lancer franc aussi. On voit les stats au global, 42% à 3 points au tir pour Miami, 36 du côté de Los Angeles. La bataille au rebond est toujours plutôt, depuis 3 matchs, plutôt équilibrée, et c'est ce qui permet à cette équipe de Miami d'être dans les matchs et de s'offrir des money time. Le plan de jeu a encore été une fois respecté, sans zone. C'est fini, mais il y a pas mal de gens qu'on va essayer de ressortir aujourd'hui. On va retourner un peu au début du match. Juste par rapport au rebond, tu parlais du rebond. Vas-y, en première mi-temps, Miami gagne la bataille du rebond 21-16. Ça doit être l'une des premières fois de ces finales que ça arrive. Et ce qui montre bien, ce qui illustre bien le parfait début de match du 8 qui a été tout de suite, on l'a senti, tout à fait, bien dans son basket, mais dans le combat aussi. Ils ont mis une vraie guerre et qui a bien marché, qui a été au début plutôt bien contrôlé par les Lakers avec Dwight Howard. Et dès que Dwight Howard est sorti, on a senti petit à petit que le Heat prenait le dessus sur les Lakers. Au début du match, ce qui était bien, et ce qu'on a d'ailleurs ressenti à la fin du match aussi, c'est que c'était le match le plus plaisant à voir. Les deux équipes étaient clairement au niveau. Défensivement, on a vu des choses, on a vu pas mal d'adresses et pas mal de points au début. C'était un début de match plaisant. Il y a cette petite embrouille à 7 minutes de la fin du premier quart-temps entre Jimmy Butler et Dwight Howard qui s'attrape un peu. Pas de technique, les arbitres ont bien, messieurs, pour une fois, n'ont pas sifflé pour rien à ce moment-là. On se dit que on va avoir le mano à mano qu'on espère tant en fait dans les matchs. Souvent, on sentait qu'une équipe était meilleure que l'autre. Là, aujourd'hui, on peut dire que Miami a fait plutôt la course en tête, mais les deux équipes, en tout cas sur cette première mi-temps, ont été au niveau et au meilleur niveau possible. De l'adresse. De toute façon, pour faire un grand match, il faut mettre de l'adresse. Et honnêtement, on en a eu beaucoup sur ce match-là. Il y a eu des réponses. Il y a notamment Anthony Davis, pareil, qui trouve de l'adresse, à défaut d'avoir du rythme, parce que c'est vrai qu'il prend des tirs. Chaque fois où il est à l'arrêt, c'est des tirs de très haut niveau. Il les met. LeBron a trouvé de l'adresse aussi. De l'autre côté, Jimmy Butler rentre bien dans son match. Et puis surtout, il y a ce facteur X de Duncan Robinson, qui a été un peu moins bien défendu que sur les autres matchs, qui a eu des espaces. Eh ben, faut pas lui en promettre. Le bougre, ce soir, il a été très précieux. C'est l'énorme facteur X côté Heat. Oui, absolument. Il y a Jimmy Butler qui est très fort, mais Duncan Robinson a été incroyable. Mais 26 points juste avant. Dans la preview de ce match-là, on se disait il va pas répéter encore une fois un très bon match. Il va pas refaire la même chose qu'au match 4 où il avait été très adroit. Là, il a été incroyable. Alors, on peut aussi mettre ça sur le plan défensif des Lakers qui lui ont laissé étonnamment plus de tirs. Où je mets ouvert, mais ouvert pour Duncan Robinson sur des sorties d'écran incroyables. Ce end-one aussi, à un moment complètement fou avec Kuzma qui vient dans ses bottes. Il nous a bluffé par son attitude. D'abord, il a jamais rien lâché, mais ça y est, on a retrouvé le Duncan Robinson qu'on a vu pendant tous les playoffs. Ouais, il y a eu des mésententes. On sait que Duncan Robinson, ils avaient un plan clair avec lui. C'était qu'on le suive dans tous les écrans à chaque fois, ce que fait KCP notamment très bien. Et s'il y avait du retard, c'était le grand qui se montrait le temps que KCP reprenne, voire changer s'il y avait des grands écarts. Eh ben, sur ce match-là, il y a eu un petit peu moins de communication sur les Lakers. Il y a eu quelques situations ouvertes et il a pris, il a mis dedans et ça l'a mis dans un rythme. Et on sait que quand il est dans ce rythme-là, après, ça devient très compliqué. Donc, moi, je te dis, il a eu des 3-4 situations assez ouvertes qu'on n'avait pas vues sur les autres matchs. Il y a pas mal de choses à dire déjà du fait que Dwight Howard joue beaucoup dans cette première mi-temps. Donc, Frank Vogel tout le premier quart-temps décide donc de jouer grand avec Anthony Davis qui rentre, qui sort, LeBron aussi, mais en tout cas Dwight Howard joue. C'est Markieff Morris qui ne rentrera que dans le deuxième quart-temps. D'habitude, c'est un peu une de ses premières rotations et il aime rester avec Dwight Howard. D'ailleurs, au début de la deuxième mi-temps, Dwight Howard revient en jeu, même si on ne le reverra pas ensuite. Côté Heat, il y a la rentrée de Kendrick Nunn qui est très fort. Il met 9
points en 8 minutes, avec des gros tirs tout au long du match d'ailleurs, mais de l'agressivité, c'est ce qu'on a envie de voir de Kendrick Nunn, c'est qu'il soit lui-même. Finalement, derrière des pics qui soit agressifs sur du tir. Et lui aussi a été au niveau, et ça nous amène un peu à la bataille des bancs. On a quand même senti Miami dominer la bataille des bancs, j'ai envie de te dire. Ah bah, de toute façon, dès que les bancs ont été ouverts, entre Kendrick Nunn, tu l'as dit, qui met 9 points en 8 minutes, avec des tirs qui font du bien, qui rassurent vraiment, ce rôle de sixième homme à la perfection qu'il a eu. Et derrière, on voit l'entrée de Kuzma, on voit l'entrée de Kif Morris. Rondo aussi qui n'a pas été ouf. Ouais. Même Caruso fait pas un très grand match. Fait pas un grand match. Donc rien que ça, tu vois la comparaison, effectivement. Donc le banc des Lakers. D'un côté, ils sont 7, et Iguodala marque pas. Donc, le banc des Lakers qui est beaucoup moins inspiré que sur les derniers matchs. Et en même temps, l'option de jouer petit sans Dwight Howard, donc avec Keith Morris et Anthony Davis, où Anthony Davis va s'y mettre plus tard dans le match, mais qui lui aussi reste au large, cette option-là ne marche pas. Il y a un homme dans ce match-là qu'on a senti en vraie difficulté, c'est Bam Adebayo, qui a raté pas mal de lay-up dont on n'a pas l'habitude, des mains un peu glissantes. Alors ça donne des stats de 13 points, 4 rebonds, 4 passes. En soi, c'est pas dégueulasse en 37 minutes de temps de jeu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas senti le meilleur joueur des finales de conférence à l'Est. Non. On l'a senti gêné notamment par Anthony Davis, mais pas forcément dans son assiette. Non, pas dans son assiette, pas dans son match, pas en rythme, pas une grande présence au rebond, même défensivement, alors que c'est quand même là-dessus qu'il doit s'appuyer en premier. Il n'a pas trouvé très bon dans le jeu. Il a été contrarié. On peut mettre du crédit énorme à Anthony Davis défensivement là-dessus et à Dwight Howard aussi, parce que regardez le début du match, Dwight Howard, les taquets qu'il lui met à Bam Adebayo, et je pense qu'il le sort tout de suite de son match. C'est toujours intéressant de regarder un petit peu loin du ballon ce qui se passe. On parlait beaucoup de KCP avec Duncan Robinson, ce que fait Dwight Howard sur le début de match avec Bam Adebayo. Je peux dire qu'il s'en est vraiment jamais remis de ce combat-là. Et moi, j'ai cru que, d'ailleurs, je pourrais être honnête, et je vais avoir ton avis là-dessus, c'est que moi, j'ai cru que le non-match d'Adebayo, même si sur les stats, finalement, il compense un peu, allait coûter cher au Heat, même avec un grand Jimmy Butler. C'est vrai que dans la preview, on disait on espérait voir Bam Adebayo à 20 points au plus. Ça montrerait que le Heat fait un gros match. Finalement, ça a été compensé par l'adresse folle de Duncan Robinson, notamment. Mais c'est vrai que, comme c'est leur seul joueur intérieur, là, Olynyk n'a même pas joué du match. Donc, c'est leur seul joueur intérieur côté Miami. Il est obligé d'être très, très, très fort. Alors, il a tenu à drager, clairement, disons, dans l'intensité. Peu de rebonds, finalement, pour ce joueur-là, mais il a été aussi un peu embêté parce que pour défendre sur Anthony Davis, t'es au large. En tout cas, sur 3 quarts temps, Anthony Davis joue tellement poste 2 que Adebayo, on le voit un peu moins à l'intérieur. Ça explique aussi ces 4 rebonds. Mais finalement, Miami gagne avec un Adebayo moyen. Donc, la lecture est un peu difficile. Sachant qu'Anthony Davis à côté est bon jusqu'à la fin. À la fin, il est blessé, on le voit plus du tout. La lecture est difficile, il n'empêche que Miami est revenu à 3-2 et qu'il y aura un match, il y aura un match 6 et que Bam Adebayo doit clairement rentrer complètement dans cette finale. Le premier match, il fait pas un début incroyable. Après, il se blesse, il rate les 2 premiers matchs. Il revient, il fait un match moyen. Là, c'est son 2e match, il fait un match moyen. Je pense que si Miami aujourd'hui veut espérer tenter un énorme coup de poker et arracher un match 7, il faudra qu'Adebayo soit bon. Duncan Robinson, ce soir, a comblé statistiquement un petit peu l'apport en points qu'Adebayo doit apporter, ou même l'influence dans le jeu. Il faudra qu'au match 6, Adebayo vraiment rayonne un peu plus. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça a été le meilleur joueur des finales de conf, tu l'as dit. Absolument. Dans ce match-là, il y a quand même Miami à un moment qui est à plus 11 dans le 2e quart-temps, où ils font un écart. Il n'y a pas trop d'inquiétude côté Lakers. Tu sais que dans ce genre de moment, les stars vont se réveiller, et par le biais de LeBron, et par une adresse complètement folle à 3 points, avec des tirs un peu d'entraînement. Il y a un moment, à 45, il prend un tir, tu as l'impression que c'est un lancer franc. Une énorme filoche un peu à contre-rythme. S'il continue d'ailleurs d'imposer son adresse dans ce match-là, même quand Miami mène ils prennent 11 points d'avance, encore une fois, je crois, 93-82 à 10 minutes 30 de la fin du match, où tu sens qu'il y a un écart, mais t'es jamais inquiet avec les grosses équipes comme les Lakers, c'est qu'ils arrivent toujours à faire des stops et à avoir un peu de relance. Et les Lakers, quand ils commencent à courir, ils sont inarrêtables. À début de 4e quart-temps, un peu inquiétant. Il repart notamment avec Kuzma et Morris. Kuzma qui est transparent sur ce match-là, qui vraiment, lui, dès qu'il met pas dedans, dès qu'il y a un peu de dureté, dès qu'il faut être au combat, il n'y a plus personne. Markieff Morris n'est pas dans son soir non plus. Il repart quand même avec ces deux-là. Et il sent qu'il y a danger. Et tu le dis, plus 11, et là, il renvoie Anthony Davis qui accessoirement boîte bas, mais quelque part qui le recadre aussi dans le jeu parce que Anthony Davis, enfin, court dans l'axe, reste dans l'axe. LeBron prend aussi les choses en main. Les Lakers se remettent à défendre très très fort. Et du coup, je vois pas ce que tu me dis avec les lumières pleine gueule. Il est serré, mon micro.
Si, il est serré mon micro. Donc voilà, donc et à partir qu'Anthony Davis se rapproche du cercle, ça amène beaucoup plus de solutions pour les Lakers. Je continue à regarder un peu ça. C'est vrai que dans ce moment où Miami joue bien, et on retrouve d'ailleurs un peu le Miami qu'on a tant aimé pendant ces playoffs, avec du passing game, avec les écrans, Duncan Robinson à la finition justement de ce passing game très intéressant de Miami, contrairement aux 2 premiers matchs où on avait vu la défense des Lakers prendre le pas sur l'attaque de Miami. Là, on retrouve tout ça, mais ce qui est dingue avec les Lakers, c'est que ils ont de l'orgueil, et qu'ils ont cette faculté à faire des stops, Et ces moments où tu as 1, 2, 3, 4 actions de suite avec des lay-ups, des end-one de LeBron comme ça, des petites passes pour Kuzma, de l'adresse aussi, parce que par exemple Danny Green met un superbe 3 points sur la transition, mais parce que la défense des Lakers se met enfin en place, on a été plutôt bluffé d'ailleurs. Dans l'axe. Et parce qu'il y a cet énorme changement, et on va en parler, Anthony Davis, qui joue donc 2 pendant 3 quarts temps, décide... Quand on dit 2, c'est... Il joue il est au externe, large. quoi, à fond. Il est au large, à l'opposé dans le corner, il attend un peu ce qui se passe. D'ailleurs, quand il met des écrans, Anthony Davis, il essaye de toucher le moins possible son adversaire. Mais c'est vrai que quand Anthony Davis, tactiquement, décide de rejouer à l'intérieur, de rejouer pivot, ça change tout pour les Lakers. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi c'est pas avant? Le changement est tellement incroyable de position d'Anthony Davis quand il court dans l'axe en transition, comme ça éclaire le jeu, comme ça laisse des positions ouvertes aux shooters sur les couloirs extérieurs. Comment on peut le trouver lui pour des paniers faciles, pour des fautes provoquées, pour du rebond offensif? Je ne comprends pas que, comme il s'appelle, que Frank Vogel se prive d'un mec qui fasse ça. Si Anthony Davis ne veut pas le faire 48 minutes, dans ce cas-là, fait jouer plus Dwight Howard. Mais à un moment donné, quand Anthony Davis est sur le terrain et que Dwight Howard est sur le banc, mais qu'Anthony Davis continue à être au large, il joue en fer à cheval. Et là-dessus, la défense du 8, elle s'adapte, elle lit le jeu des Lakers, un jeu assez facile à lire d'ailleurs. Là, LeBron, des pseudo pick and roll qu'Anthony Davis ne pose jamais. Ça aussi, pareil, on lui fait faire beaucoup de pick and roll. C'est pas un gros poseur d'écran. Donc, et dès qu'il se remet à aller courir dans l'axe, demander les ballons près du cercle, alors où il est récompensé lui par des paniers, ou son équipe est récompensée par des tirs ouverts. Et ça arrive très tard, trop tard. Trop tard, mais ça Parce que Miami dans le match. Ça leur permet de passer devant aussi. Par le biais d'un joueur qui me bluffe là sur les finales, mais sur les playoffs, c'est Candavius Caldwell-Pope, qui est incroyable. En Cannes, ça on le savait, mais capable de mettre des filoches du démon, des gros tirs, des petites contre-attaques aussi. Et défensivement, on ne cesse de dire combien il est important. Et c'est lui qui défend sur Duncan Robinson, par exemple. Il a été très très fort encore une fois ce soir. Moi, je suis impressionné par ce dire. J'aimerais bien avoir le numéro de son coach personnel, tellement qu'il est en canne. Tu le dis souvent, on le voit, il fait un très bon début de match. Il est encore très bon sur la fin. Défensivement, on n'arrêtera pas de le dire, il se met des sacrés pelés. Même si ce soir, c'est plus de la mésentente que des erreurs défensives franches. Mais ça a eu 2-3 mésententes collectives. Mais il est clairement le facteur X de Lakers. Le soldat numéro 1 oui. derrière Anthony Davis et LeBron James. C'est la valeur sûre. C'est vraiment la valeur sûre. 16 points quand même. Tu vois, c'est important avec des tirs qui comptent. Moi, tu vois, par exemple, sur la dernière possession, quitte à jouer ce pick and roll chelou avec un deuxième arrière, je préfère que ce soit avec KCP qu'avec Danny Green. Il y a un autre mec, on en a parlé vite fait, Anthony Davis, qui s'est fait mal, qui a aggravé sa blessure au talon dans le match. Il y a eu un vrai avant et après cette blessure. Ça paraît anodin comme ça, mais après, il ne marche plus du tout comme avant. Tu le vois boiter bas. Frank Vogel insiste avec lui, c'est normal. Il faut serrer les dents, c'est un match pour le titre, donc t'as pas envie de voir Anthony Davis sur le banc. Mais ça m'a fait mal au cœur de le voir finir à 50% de ses moyens. Ce soir, les Lakers perdent gros en fait. Ils perdent un match alors qu'ils avaient les ballons pour être champions. Ils ont la balle pour être champions. Anthony Davis se blesse. Et on voit que quand il rentre au vestiaire, il boite. Et on l'a vu même sur tout le reste du match après sa blessure, il boite. À voir ce que les résultats médicaux vont donner le lendemain. Mais ce soir, c'est une sale soirée pour les Lakers. Tu perds un match qui peut t'offrir le titre et une de tes stars est certainement blessée, amoindrie pour la suite. C'est quand même un bilan qui fait mal à la tête. Il va falloir se relever. L'avantage, c'est que dans 2 jours, il y a un match aussi. C'est que de toute manière, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, ça devait être la grande fête pour célébrer effectivement Kobe. Ils ont remis le maillot et tout ça. Ils prennent du retard. Moi, je les imaginais pas perdre ce match. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre autour de cette équipe qui leur permettrait de gagner en tout cas cette série en 5. Et malheureusement, non. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la victoire de Jimmy Butler? Oui, parce que Jimmy Butler a rectifié par rapport à ce qui se passait au match 4. On se souvient, sur le match 4, j'étais très frustré. J'étais tombé un petit peu sur Jimmy Butler en disant qu'à la fin, sur les 3-4 dernières minutes, je ne voulais plus voir un Jimmy Butler passeur, je voulais voir un Jimmy
Butler, scoreur, mettre des gros tirs comme il avait fait au match 3. Au match 3, il est pareil dans la passe avec un triple-double, mais il met 40 pions et à la fin, c'est lui qui met les gros tirs. Et dans le match 4, il s'est un petit peu oublié là-dessus. Et là, sur ce match-là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé ses propres tirs. On l'a vu dans le mid-range. Alors, il n'a pas forcé, il s'est chaque fois amené là où il voulait. Il a beaucoup aussi, les Lakers, changé sur pick and roll. Il est allé des fois se choisir un petit peu aussi ses défenseurs. Mais dans la fin du match, parce que ça fait 3 matchs que Jimmy Butler est fantastique, mais les 2 matchs que gagne Miami, il met des gros tirs de la fin. Oui. Et donc, au bout d'un moment, il a toute la saison, il a aimé impliquer tout le monde, mais quand c'est les 3 dernières minutes, moi, ce que je veux, et ce serait bien que LeBron le comprenne aussi, c'est qu'on veut que les stars mettent les gros tirs. Et c'est ce qu'a fait Jimmy Butler. Jimmy Butler, sur la fin du match, il était donc crevé. Il y a cette image incroyable après une faute. Même Eric Spoelstra prend un temps mort pour qu'il reprenne son souffle. On le sent, mais au bout de lui-même. Et c'est ce qu'on aime avec Jimmy Butler, le soldat parmi les soldats. On voit ses stats, 35 points, 12 rebonds, 11 passes décisives. Encore une fois, un match extraordinaire, héroïque de Jimmy Butler. Et c'est vrai que tu lui avais reproché ça. On lui avait reproché ça au match 4. Dans les derniers matchs, de préférer faire une passe plutôt que de tenter sa chance, au-delà de marquer. Marquer, c'est ce qu'il y a de mieux, mais les stars doivent tenter leur chance dans les fins de match. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup de tirs en tête. Un petit jumper après un dribble sur Anthony Davis, le retourner sur Markieff Morris, un petit fade-away qui marque, des lancers francs à la fin, parce que Jimmy Butler a beau être fatigué, à la fin, il enquille les lancers francs, il enquille les lancers francs. D'ailleurs, LeBron aussi a marqué des lancers francs, Anthony Davis aussi. À la fin, d'ailleurs, c'était tellement un bon match que plus personne ne ratait rien. Et c'est vrai que quand je te posais la question, pour moi, c'est vraiment sa victoire. C'est vraiment sa série. Là, il est en train de montrer que, en fait, il est au niveau des tout meilleurs, au meilleur niveau possible, malgré les blessures, malgré les absences dans son équipe. Thomas Laroukis m'a envoyé un message qui résume tout. Il m'a dit grand monsieur Jimmy Butler. Et en fait, c'est ça. On voit vraiment que c'est. Il a toujours eu l'attitude et le discours d'une superstar qui avait vécu des grandes finales, mais il ne l'avait jamais fait. Et là, on voit qu'aujourd'hui, c'est un mec de rendez-vous. De toute façon, il adore ça. Ouais. Il adore le challenge, il adore les rendez-vous. Il avait encore parlé avant le match en disant mais attendez, personne ne va rentrer chez lui, on est encore ici. Ouais, c'est clair. Je vous dis que moi, personne. Et il assume derrière. Et ce que je trouve incroyable, c'est comment ses coéquipiers croient en lui aveuglément. Ils le suivent, ils sont prêts à aller à la guerre avec lui et ça se sent. Et comparé à la fin de match des Lakers, par moment, j'ai l'impression que le Heat savent exactement ce qu'il faut faire. Alors ça marche pas, mais tout le monde parle le même basket. Et sur 2-3 positions, les Lakers, en tout cas sur ce match-là, j'ai senti que certains, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et c'est peut-être aussi ça qui a fait un peu la différence dans cette fin de match. Mais j'ai trouvé en tout cas le coaching de Spoelstra bien plus clair, bien plus limpide pour Jimmy Butler Plus simple aussi parce que celui de Vogel pour LeBron James. après, en fait, ce qui est fou dans ce match, c'est que, évidemment, tu fais la comparaison entre les 2 fins de match. Et d'un côté, tu as Jimmy Butler qui prend tous les tirs et qui va sur la ligne des lancers francs, qui fait gagner son équipe. De l'autre, tu as LeBron qui prend tous les tirs, qui va sur la ligne des lancers francs jusqu'aux 2 dernières actions. Et du coup, son équipe perd. C'est aussi ça la frustration de ce match-là, c'est que dans un mano à mano, dans un duel du top niveau, tout le monde regarde, je ne comprends toujours pas pourquoi ça finit par un tir d'un autre mec que LeBron. Et ça, vraiment. Et là, tu vois, je sais que depuis tout à l'heure, tout le monde en parle encore une fois. Et pour la plupart des gens, ce qui est important, c'était que c'était un bon tir pour Danny Green. Et ça, personne ne remettra en cause du fait qu'un grand tir ouvert pour un shooter, eh bien, c'est ce qu'il y a de bien. On va prendre cette petite déclaration que je vais découvrir en même temps que vous. Avec 3 gars sur lui, il fait le bon choix. Donc sur la dernière action, évidemment, de LeBron, Danny est l'un de nos meilleurs tireurs. Il a une superbe vision et nous devons vivre avec le résultat. En fait, le truc, c'est que, et c'est de toute manière, on va revenir un peu là-dessus parce que beaucoup de gens sont arrivés depuis. Cette dernière action, elle est symptomatique de beaucoup de choses. C'est que LeBron James fait le meilleur choix possible au vu de cette action. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Nous, ce qu'on regrette, et moi vraiment ce que je regrette énormément, c'est que dans ces moments-là, j'aurais préféré que quelque chose d'autre soit proposé pour que LeBron prenne ce dernier tir. Évidemment, s'il y a une prise à 3, une prise à 2, il n'y a pas de souci, il faut faire la passe, et d'accord. Sauf que là, c'est une pénétration de LeBron avec une défense qui se resserre vers lui. C'est pas, il n'est pas en train d'essayer de prendre un tir. Quand il fait sa pénétration, j'ai l'impression qu'il sait déjà qu'il va faire une passe. Et sachant que l'action d'avant, il fait déjà une passe. Donc voilà, c'est le regret qu'on a, et puis le résultat, malheureusement, fait qu'il perd, quoi. Alors, on va le redire. C'est-à-dire qu'une fois, évidemment moi, c'est dans cette situation où je suis frustré, c'est dans cette situation où je ne veux pas que LeBron se retrouve. C'est-à-dire que je veux qu'il crée un tir. On le répète, aller me chercher un lay-up pour gagner un titre NBA. Ça n'existe pas. Moi, clairement. Aux États-Unis, encore plus qu'ailleurs, on a tous un peu joué avec des ricains ou contre des ricains ou aller jouer là-bas avec des camps. Les mecs te disent tout le temps, mais sur une balle de match, quand tu fais des pick-up games, tout sauf un lay-up. Les mecs la gagnent, on va la chercher. Il y aura Donc t'imagines à ce niveau-là, t'imagines bien que le Heat, ils vont pas laisser LeBron driver et aller lui mettre un lay-up ou aller lui faire une faute.
Donc, moi, c'est la situation, c'est déjà le pick and roll avec Danny Green. Pour moi, déjà, là, il y a faute. Pour moi, déjà, là, c'est pas bien amené. Les gens qui l'entrent, il Voilà, entre à la place de c'est Caruso. ça. Hein. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est pas bien amené. Quand Frank Vogel dit c'est l'un de nos meilleurs shooters, là, bon, déjà, t'es pas lucide parce que ton Danny Green, il est cramax. Et ton meilleur shooter, c'est pas lui, c'est plutôt KCP. Ou Anthony Davis. Ou Anthony Davis. Donc, bon, bref. Dernier moment. Et ensuite, moi, je trouve, oui, à partir du moment où il est loin, où il va quasiment dans la raquette, au début de l'entrée de la raquette, ben, effectivement, il est fermé, il faut la ressortir. Parce que prendre un tir forcé, ça. Mais il est pas teubé au point d'y aller. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est une ISO. C'est une ISO ou alors un pick and roll où il peut après se créer ce tir-là. Tu sais, d'être dans le dribble où tu peux à la fois driver et créer. Là, ben non, là, il est allé, tu l'as dit, pour aller le plus loin possible, fixer au maximum, donc il a joué pour passer. Il a joué pour passer. Et ça, est-ce qu'on peut lui reprocher? Dites-nous oui ou non dans les commentaires. Il y a un peu de tout, absolument, mais c'est pour ça que c'est passionnant de toute manière de parler de ces dernières actions. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, ça va les gars. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Moi, ça me... Alors, c'est vrai qu'on oublie le rebond. Ça, on a même oublié cette passe dramatique de Markieff Morris, lobée pour Anthony Davis. Là, elle était cata celle-là aussi. Il y a un commentaire que je trouve intéressant. Il dit ça ose critiquer LeBron après son match. Mais à un moment donné, c'est le but ultime de ces méga stars, c'est de gagner des titres. C'est pas faire des stats. Tracy McGrady était un joueur de stats incroyable, meilleur scoreur de la ligue. Il n'a jamais passé un premier tour de playoff, sauf en fin de carrière avec les Spurs où il jouait pas. Qui ne compte pas. Donc au bout d'un moment, on est évidemment que LeBron est un joueur exceptionnel, que le débat en fin de carrière dès lundi prochain peut être relancé. Peut être relancé complètement sur savoir si c'est le meilleur joueur. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Il fait un match énorme. Moi, je suis désolé, cette dernière possession me frustre et elle doit le frustrer lui aussi. C'est ces méga stars-là, et LeBron James, c'est la méga star parmi les méga stars. Ben moi, j'ai envie que ça soit lui qui prenne les tirs. En face, Jimmy Butler, il s'est posé moins de questions. Il a pris les matchs à son compte. Et comme j'avais dit sur le match 4, quitte à ce que le Heat perde, je veux que ça soit Butler qui prenne les tirs et c'est pas lui qui les avait pris dans le match 4. Ce soir, quitte à ce que les Lakers perdent, on veut que ça soit LeBron qui prenne le tir. Est-ce que tu penses que LeBron, là, dans le vestiaire, il se dit j'ai bien fait de faire la passe à Danny Green? Après, on sait que c'est un débat. C'est un débat infini avec LeBron parce il aura toujours ce truc-là de dire il y a un mec ouvert. C'est bizarre, il est pass first en fait. Il a dans son ADN, il est pass first. À un niveau. C'est aussi le meilleur mec du layup de l'histoire aussi. Pass first avec un mec qui est en lice pour être meilleur scoreur de l'histoire. Parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, mais moi je suis désolé, là on rentre dans du détail, du micro-détail sur des situations précises comme une dernière position d'un match pour être champion NBA. Je veux que ça soit toi qui prennes le tir. Voilà, c'est tout. Ben oui, et on pourra le dire 1500 fois. Et si lundi, il gagne son 4e titre, et ben on dira. Et s'il gagne avec un buzzer beater, et bien on sera les premiers à dire bravo, c'est exactement ce qu'on souhaite de lui. De toute manière, sa légende est déjà créée. Il va sûrement gagner ce titre. Enfin, en tout cas, on a du mal à imaginer que Miami aille chercher un 7e match, pourquoi pas, mais gagne, ce serait complètement fou. On imagine que LeBron sera champion et MVP des finales parce que c'est lui le meilleur joueur de la finale avec Jimmy Butler, mais il faut bien récompenser un gagnant. Mais en attendant, on continuera à dire que sur ces dernières actions et sur 2 dernières actions, on ne comprend pas pourquoi il ne prend pas ce tir. Donc voilà, depuis tout à l'heure, on est en train de débattre et on voit qu'en fait, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont d'accord avec nous, d'autres qui disent que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi pas? Mais après, après, c'est aussi que pour nous, on a joué au basket, des fois, tu as des coachs qui ont des philosophies. Tout à fait. Et là, tu en as d'autres qui ont d'autres philosophies. Voilà. Après, chacun ses avis. Et c'est pour ça que c'est archi intéressant d'en débattre. Moi, je reste persuadé que, notamment en NBA, peut-être qu'en FIBA, ça fonctionne un peu différemment. Et encore, je pense qu'en équipe de France, on file quand même les dernières gonfles à Tony Parker. Tout à fait. Comme ça, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et c'est toujours bien quand les méga stars jouent les dernières possessions. Et attends, je regarde encore quelques trucs. Il y a quelqu'un qui a dit si Danny Green avait marqué, vous auriez dit que c'était le meilleur choix du monde. Et ben non, je t'aurais dit la même chose. Si Danny Green marque, alors Polo est en train de dire c'est faux, mais en fait, l'action juste avant, par exemple, il fait une passe, ça finit en panier. On était tous ensemble. Moi, sur le moment où il fait la passe, je suis pas en train de me dire bravo, c'est bien joué. Je me dis que j'ai envie qu'il prenne son fade-away là. J'ai envie qu'il prenne un fade-away parce que voilà, c'est là que je l'attends. Bah regarde, LeBron a-t-il bien fait de faire la passe? Alors c'est pas exactement l'idée, mais bon, en tout cas, vous pouvez voter. Dites-nous ce que vous en pensez. Et Polo dit que s'il avait marqué, on dirait que c'était le meilleur choix du monde. Moi, je suis sûr que non. Tu peux faire tous les choix du monde, les mauvais, les bons, prendre les pires tirs du monde. À partir du moment où le ballon il rentre dans le cercle. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de débat. Bien sûr. Il n'empêche que le ballon n'est pas rentré et qu'on ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on l'a dit 20 fois, certains disent Jordan avait fait la passe à Kerr. Jordan avait fait la passe à... Répétons ça, parce que Jordan avait aussi fait la passe à Pippen, qui avait fait la passe à Horace Grant, qui avait trouvé John Paxson. Je suis désolé, j'arrive pas quand même à trouver de similitude parce que tant le vécu de ces Bulls-là était différent de celui des Lakers de LeBron. Voilà, aujourd'hui...
Moi, je pense que dans cette situation-là, Steve Kerr était un shooter en plus qui était régulier, fiable. Là, c'est quand même un Danny Green qui est dans un trou noir pendant ces finales qui a la balle. S'il y avait eu KCP, à la limite, j'aurais presque pu le comprendre. Anthony Davis. Ou Anthony Davis, voilà, Anthony KCP, Davis. Anthony Davis, j'aurais dit OK. Mais là, c'est le mec qui est dans un trou noir qui prend ce tir-là. Donc simple, voir un mec ouvert, oui, mais si au bout d'un moment, faire un choix à qui on donne la balle aussi, c'est... Tu vois? Bien sûr, il y a d'ailleurs, alors LeBron a-t-il bien fait de faire la passe? Oui, à 62%, donc très bien. Est-ce que c'est la faute de Frank Vogel qui a dessiné un système vite fait? Moi, je pense que oui. J'aurais préféré voir autre chose, en tout cas, dans ces derniers moments, et pourquoi pas, effectivement, un 1 contre 1, s'il y a une prise à 2 franges d'un deuxième mec, pourquoi pas faire la passe? Ça fait partie du jeu. Mais on aurait peut-être préféré autre chose que ce pick and roll pour aller pénétrer. Jordan. On est obligé de faire la comparaison, c'est dingue. Non, mais Jordan, C'est fou. Jordan, quand il fait la passe contre Phoenix, qui termine avec le tir de Paxson, et Jordan, quand il fait la passe à Kerr, il est trappé très haut sur le terrain. C'est vrai. Donc il est obligé de la donner. Il est trappé Sur la montée de balle. Il est quasiment trappé sur la montée de balle, Ah ouais. ou aller en tout cas à 3 points. Donc il est trappé très haut. C'est pas le cas de LeBron aujourd'hui. Bah, LeBron, en fait, il y a une prise à 2, effectivement. Il y a une prise à 2 et les défenseurs qui arrivent, donc il y a 3 joueurs sur lui. Mais c'est parce qu'il y a un pick and roll. Parce qu'il y a un pick and roll. Et parce qu'il lâche Danny Green. Voilà. Parce que bah, le résultat Il est fait très que c'était profond peut-être le dans le meilleur terrain. choix pour Miami. C'est peut-être le meilleur choix pour Miami. Et regarde, la preuve, c'est qu'il remporte ce match. C'est pas LeBron le problème, c'est Vogel. Ça se tient aussi. Le coach ou nous, Vogel? Un peu des deux, peut-être. Un peu des deux. Mais en tout cas, c'est un débat passionnant qui va perdurer, je pense, jusqu'à demain, jusqu'au prochain match aussi. C'est LeBron. Et de toute manière, LeBron est un raz-de-marée médiatique. Je suis sûr qu'on va tous avoir ce débat avec nos potes demain, tous ceux qui aiment la NBA, qui ont regardé le match en direct. Et donc, on pourra en reparler peut-être après une courte nuit et revoir l'action pour voir si on change d'avis. Revoir cette fin de match aussi pour voir si on change d'avis. J'ai du mal à croire que je changerai d'avis demain sur le fade-away à l'action d'avant. Et j'ai envie de voir LeBron prendre un dernier tir et marquer. Il met son putain de tir. C'est clair. Derrière, je déchire mon t-shirt et je suis heureux, quoi. C'est C'est clair ouf. que sur les 2 possessions, les 2 dernières possessions où il a la balle, il fait la passe. Alors maintenant, ça peut être une philosophie et qui peut-être les Lakers restent encore favoris. Les Lakers mènent 3-2. Il n'y a pas péril dans la demeure chez les Lakers. Je pense qu'ils l'ont mauvaise parce qu'ils se sont vus champions à peu de choses. Ça s'est joué à une possession. Il n'empêche que les deux ballons, les 2 derniers ballons que LeBron James touche alors qu'il est déjà à 40 pions, il fait une passe. Voilà. Est-ce qu'on peut pas l'amener? Est-ce qu'une superstar comme ça, on peut pas l'amener dans une situation beaucoup plus confortable? J'ai vu une question. Est-ce que si Kobe avait fait cette dernière action, on l'aurait critiqué? Eh ben, cher ami, sache que quand Kobe croquait de ouf, moi, ça me rendait malade, ça me rendait vert. Justement, quand il était dans un excès du croquage, ça me rendait tout autant fou, pardon. Donc, c'est au-delà du simple fait de kiffer ou pas kiffer les joueurs. Là, c'est vraiment que, bah, déjà, un, tu perds, et deux, on le répétera 1500 fois s'il faut, les superstars, surtout en NBA, doivent prendre les derniers tirs parce que c'est pour ça qu'on se lève la nuit au bout d'un moment. Merde. Et c'est ce qu'on reproche aussi aujourd'hui à Yanis qui n'est pas capable de le Alors, faire. on a parlé de Yanis. Alors, il a rien à voir dans ce match-là, mais on a parlé au moins 5 fois de Yanis dans cette fin de match. Et qu'est-ce qu'on disait, Erwan? Bah, que c'était des fins de match. Quand je vois LeBron et Jimmy Butler se répondre sur des tirs comme ça, aujourd'hui, Yanis n'est pas capable de le faire. Par exemple, c'est un très bon. Après, il a que 24 ans, mais voilà. Là, on a vu vraiment une très très grande fin de match avec un vrai mano à mano. Ce qui m'embête, c'est que LeBron, il n'est pas allé au bout de ce mano à mano en voulant faire des passes. Voilà. Et puis il est pas récompensé. C'est toujours pareil. Au bout d'un mois, on fait des choix au basket. Il faut faire des choix. Là, il a fait le choix de faire de la passe, il perd. Eh ben oui, forcément. Et Jimmy Butler, sur le match 4, il fait le choix de faire des passes. Ben moi, je lui suis tombé dessus. Ça m'a énormément frustré de voir Jimmy Butler faire des passes au match 4. Ça m'a régalé de voir Jimmy Butler et LeBron James se tirer la bourre jusqu'à la fin. Seulement qu'il y en a un qui allait un petit peu plus au bout des choses. Voilà. C'était en tout cas un très bon match. Et régalé. C'était un fantastique match de très très haut niveau. Il y a une part en moi qui suis très triste de ne pas voir les Lakers gagner ce match-là et justement avoir la célébration et puis avoir quelques vacances derrière, c'est très cool. Mais si les deux équipes peuvent nous offrir le même type de match avec le même type de fin de match, je signe absolument tous les jours. Et comme ça va arriver très vite, ça va être très 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 cool. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent vous tombez pas assez sur Markieff Morris. Je vous le dis très honnêtement, la dernière passe. On a les flops. On a les tops et les flops, tout à fait. Donc on va pouvoir y aller grave. J'avais totalement oublié, donc ça tombe bien. Merci Erwan de me rappeler ça. Donc allons sur les tops et les flops, s'il te plaît Tom et s'il te plaît Polo. Pardon? Bah top. On commence par les tops. On va retrouver évidemment des gars qui font kiffer. Le duel LeBron Butler, on les a mis ensemble parce que c'était tellement bien. Parce que ce match est top. Ce match est devenu exceptionnel à cause de ces 2 mecs. Grâce à ces 2 mecs. Moi, je regarde la NBA pour voir des superstars trop fortes qui font des trucs qu'on ne peut pas faire.
Et c'est exactement ce que j'ai vu ce soir. Et les duels des superstars, il n'y a rien de mieux que ça. Donc c'est merveilleux. Anthony Davis, on l'a mis en top parce qu'il a un gros passage. Et effectivement, les 5 dernières minutes sont tronquées parce qu'il est blessé. Et malgré tout, il est là pour prendre le rebond du airball. Défensivement, il est encore une fois incroyable. Il a repris d'ailleurs Jimmy Butler pendant tout le match, on ne l'a pas dit. Ouais. Mais son duel défensif, c'est Jimmy Butler et il le gêne. Alors, à la toute fin, Jimmy Butler est incroyable, mais il le gêne. Il y a un moment où Jimmy Butler marque plus d'ailleurs. Hein. Ouais, mais après, moi, je trouve que pareil. Alors là, il faudra voir. Hein. Jeff Van Gundy le disait souvent pendant le match et je suis assez d'accord avec lui. Parfois, les Lakers changent trop facilement quand Jimmy Butler joue un pick and roll, alors qu'on sait que finalement, Anthony Davis, c'est peut-être la meilleure arme aujourd'hui pour un peu gêner. Aujourd'hui, faire plus, c'est compliqué, mais gêner au moins Jimmy Butler. Et on a vu que dès que ça changeait et que c'était un autre qui défendait sur Jimmy Butler, eh ben, c'était tout de suite plus facile pour lui. Donc, pareil, peut-être un des ajustements à avoir pour le match 6. Je regardais quelqu'un qui disait défensivement, il a fait le taf, mais en attaque vite fait. Il finit quand même à 42 minutes de temps de jeu, 28 points, 12 rebonds à 9 sur 15 au tir. Pas mal, pas mal. Tu peux nous remettre, s'il te plaît, les tops. On a vu donc Anthony Davis, mais il y a aussi les seconds couteaux dont on a parlé. On a sorti 2 mecs. C'est évidemment KCP et Duncan Robinson, dans 2 profils différents, mais 2 postes 2. Ils sont en plus en duel, et aussi. C'était l'autre duel super cool à voir dans ce match-là. Duncan Robinson, moi, me bluffe par l'orgueil. On pouvait attendre Tyler Hero, pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'est Duncan Robinson qui fait gagner aussi Miami. Et on le voit progresser dans les lectures. C'est vrai que dès qu'il pose la balle par terre, c'est compliqué. Mais dans les lectures, c'est dès qu'il est bien défendu, à 3 points, il s'arrête pas de jouer. Il curl. Dès qu'il a la balle, qu'il y a le mec qui est dans son dos, on sait qu'il sur un dribble, il peut aller trouver des bonnes passes, aller mettre quelques lay-ups. Il faut qu'il progresse encore dans la finition au contact. Mais c'est un vrai bon basketteur. Il connaît ses points forts. Et il ne force jamais en fait. Il met des vraies courses. Ok, tu me suis, bon, parfait. Bah, je te sur la prochaine. Hop, tu vois. Et puis il connaît vraiment ses qualités. Il sait lire les écrans quand ça anticipe. Il y a un stagger, c'est-à-dire 2 écrans pour remonter. Le mec anticipe, hop, il prend juste le premier, il coupe. Enfin voilà, c'est un mec qui est très très intelligent. Et quand il est dans des soirs où il met dedans, ce qui est souvent le cas, c'est un vrai casse-tête pour l'équipe adverse. Et je reste persuadé que sur toutes ces finales, le cas Duncan Robinson aura causé beaucoup de problèmes à la défense des Lakers. Absolument. On va côté flop. Côté flop, on va retrouver qui? On va évidemment retrouver Kyle Kuzma. Hein. Kyle Kuzma qui a passé ce match. Il a trop joué d'ailleurs, d'après moi. Hein. Il a trop joué comme d'autres, mais d'habitude, les secondes units des Lakers est plutôt en forme. Et bien, cette fois-ci, alors Markieff Morris, évidemment, Rajon Rondo aussi n'a pas été très bon. Caruso est bon, et d'ailleurs, ça fait kiffer de le voir dans ces fins de match-là, même s'il n'a pas eu beaucoup d'impact. Mais Kyle Kuzma, catastrophe. Catastrophe. Tant qu'il ne voudra pas mettre les ingrédients du basket de haut niveau et vivre sur son talent, qui n'est pas non plus un talent incroyable de scoreur, il a quand même ce sens du panier. À un moment donné, on le voit sur une passe de LeBron, toujours la dispo. Dans les corners, il est capable de mettre. Mais au-delà de ça, il ne met jamais les ingrédients pour le haut niveau. On le voyait déjà avant que LeBron arrive. On l'a vu quand LeBron est arrivé, on l'a vu en playoff. Là, quand il fait faute sur Duncan Robinson et qu'il crie, qu'il saute à l'arbitre, mais non, il y a faute tous les jours, tu es en retard, c'est clair. tu lui sautes, tu rentres dans le cylindre, c'est faute. Donc, c'est dans l'attitude, il n'est pas encore prêt pour moi pour le très très haut niveau. Et quand il ne met pas dedans, alors il peut compenser, il peut masquer ses manques avec de l'adresse. Quand il ne met pas dedans, ben on voit que ça. Et je vois le chat qui lui tombe dessus. À juste titre. Soit autant Markieff Morris, il n'est pas à droit, mais on sait que c'est un basketteur quand même confirmé qui peut amener d'autres choses. Lui, s'il ne met pas un panier, c'est terminé, il ne sert plus à rien. Et je trouve que Frank Vogel lui fait énormément, beaucoup trop confiance. Il y a Bol Nuevo qui dit ouais, mais Kuzma, il est chaud sur IG quand même, hein, sur Instagram. Ça, par contre, là, il est champion tous les jours. Hein. Et Markieff Morris, donc 22 minutes, 0 points, et cette dernière perte de balle qui aurait dû, honnêtement, permettre aux Lakers de marquer. Il doit se démerder différemment. Il est tout seul à 3-4 mètres. Il y a Anthony Davis qui est dans l'entre-deux. Il envoie une passe lobée directement en touche. Il m'a fait mal au cœur. Hein. Il m'a fait mal au cœur. Après qu'il te revient des ballons comme ça, il reste 2 secondes 6, t'es dans un trou noir, c'est pas ton soir. Il n'y a plus de temps mort. C'est compliqué de trouver la bonne solution. Il y a mieux à faire. Il fait cette passe lobée qui, dans l'idée, n'est pas mauvaise, mais je pense qu'il est tellement mal réalisé. Il se précipite très vite, donc c'est mal réalisé. Bon, voilà, mais je pense qu'ils le perdent avant, les Lakers, le match. Ils ne le perdent pas là-dessus. Hein. Il y a Marid qui dit pas besoin de mettre Danny Green en flop, c'est par défaut. Il envoie quand même une belle saucissasse. Hein. Quand on a revu le ralenti de son tir, mais putain, mais merde quoi. Danny Green, on n'arrête pas de le dire, c'est presque devenu une blague. C'est que Danny Green, il est dans un trou. Alors ce soir, il fait 2 sur 4 à 3 points. Il en met 2 grands ouverts, enfin un tout début de match, et l'autre il est grand ouvert. Tant mieux, hein, c'est déjà ça de prix. Tant mieux. Mais moi, je suis désolé quand on coach, alors peut-être qu'il dit ça pour un peu préserver son équipe, il a raison. Mais je peux pas croire que
la deuxième option de ton système de sortie de temps mort pour gagner le titre, ça soit des balles à Danny Green. Honnêtement, si c'est ça, bah, putain, merde, quoi. Tout le monde a dit que c'était une très belle mes diplômes d'entraîneur. Hein. Tout le monde a dit que c'était une très belle action. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas sur Twitter et dans le chat, ont dit que c'était une très belle action. Moi, je continue à penser que si tu es les Lakers d'Anthony Davis et LeBron James, c'est pas Danny Green qui doit prendre le dernier tir. Et ne pas me parler de John Paxson ou de Steve Kerr. D'ailleurs, il est où Anthony Davis sur l'action? Il est ligne de fond. Il est ligne de fond. Bah, ils sont tous ligne de fond. C'est vraiment un pic central. C'est un jeu à deux. Où Danny Green, c'est la deuxième option, quoi. Après au plus j'y pense et tout, je me dis, mais en fait, il est même pas impliqué, Anthony Davis, sur le pick and roll, alors qu'on sait qu'à 3 points, pour le coup, sur toutes les finales, il a mis des 3 points qui ont tué. Tu vois, ils vont le. Est-ce que c'est pas Anthony Davis en 2020, tu vas planquer Anthony Davis ligne de fond pour gagner un titre NBA? Cette dernière action va nous faire parler pendant 1000 ans. Mais en plus, tu sais. Tu vois comment ils l'ont lâché, Danny Green. Il était vraiment tout seul, mais avec 4 ou 5 mètres autour de lui. Parce que si tu mets Anthony Davis... Regarde, attends, mais regarde, qu'est-ce qu'il dit? Good luck, good shot. Ok, Fox, oui, il joue contre... Il y a 3 défenseurs sur lui. Ok, ça peut être le GOAT, donc c'est pour ça qu'ils défendent comme ça. Il a fait la bonne action. Est-ce que blablabla, tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une bonne passe et tout le monde est plutôt d'accord avec ça, c'est une bonne passe de LeBron James. Non mais c'est exactement ce qu'il fallait faire au vu de cette action-là. Mais c'est pas ça le débat en fait. J'espère que vous l'avez compris vu que ça fait 3 fois qu'on le répète. Et on va pas le répéter encore une fois, mais j'espère que vous avez compris. En attendant, regarde l'impasse. Est-ce que si c'est Anthony Davis qui fait l'écran, eh ben t'as une impasse aussi franche que ça. Non, déjà non. Donc vraiment, Anthony Davis, en sortie temps mort, c'est ce qu'on lui demande? D'aller se planquer ligne de fond sur un jeu quart de terrain de LeBron James? Là, il joue intérieur. Là, il est au charbon. Je reste toujours pas à croire le rebond. Il fait cet écart-là. Hein. Oh la vache, c'est ça qu'on demande. Moi, je comprends. T'as 2 méga stars, balle à LeBron, écran Anthony Davis, et puis voilà, tu pop. Tu pop et LeBron joue derrière. Et crois-moi que ça donnera beaucoup moins d'aide que ça a donné. Là, ils ont fait une impasse sur un mec qui est... Alors, il a beau dire ce qu'il veut, Frank Vogel. Ah ouais, c'est notre meilleur shooter. En tout cas, le résultat lui donne pas raison. En tout cas, le hit, ils ont bien compris que c'était pas lui le meilleur shooter de l'équipe, la preuve. Hein. Bon, voilà. Cette image, on verra comment ça finira, mais ce sera une des belles images, des images importantes de cette finale. Danny Green qui tire pour la gagne et qui donc envoie ce mauvais tir. Anthony Davis se blesse. On verra s'il revient à 100%. Miami revient à 3-2, donc sauf un match plein de confiance. Est-ce que Goran Dragic ne reviendrait pas pour le match 6? Je sais pas. Non, mais tu vois, tout est possible. En tout cas, ce soir, les Lakers, c'est une très très mauvaise opération. Alors ils pourraient être en train de sabrer le champagne. Mais bon, il faut faire passer à Danny Green, c'est mieux apparemment. Absolument. Bon voilà, on a fait le tour de ce match 5 qui était passionnant. Le meilleur match de ces finales NBA, l'un des meilleurs matchs de ces playoffs avec une tension et des stars au rendez-vous. On s'est régalé, beaucoup de choses à dire sur cette dernière action. Vous l'avez bien compris, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos avis dans le chat. C'est là, Snoop est toujours prêt à envoyer des coups de sabre lui aussi. Le homme mort 3 points ratés pour Danny Green hein, qui fait le tour des réseaux depuis le début des playoffs et encore une fois ressorti Danny Green qui est dans un brave trou. Bref, on va aller se coucher en pensant à ce dernier tir de Danny Green. On se retrouvera donc dimanche soir avec un match qui est à 1h30, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. On se retrouve à minuit sur Twitch, comme toujours, pour faire une preview avec nos meilleurs paris on Sport. Donc pour ce match 6 et puis on sera en direct juste après le match. On est persuadé que vous nous rejoindrez très nombreux. Oui. Juste un dernier commentaire. Et moi, vas-y, je comprends pas pourquoi ils ont fait un système pas plus élaboré comme face aux Nuggets. C'est un excellent commentaire. C'est vrai ça. C'est un excellent commentaire. That's true, bro. Je n'ai pas de réponse à ça, mais je voulais juste prendre ce commentaire très pertinent. Parmi tous les commentaires pertinents qu'il y a eu ce soir, là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un peu de mouvement, un peu de système ou sur une sortie de ce temps mort. Voilà. Tout à fait, Erwan. On verra si c'est justement match 6. Tout à fait. On aura peut-être en parler, de se reposer, de digérer ce magnifique match. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On était presque 2000, alors qu'il est exactement 6h36 du matin. Une bonne nuit. Je sais pas combien on finit, tiens, je vais dire. On est un peu redescendu, on est à 1500. Donc merci beaucoup à tous d'être là. Vous faites vraiment kiffer pour débattre avec nous dans la bonne humeur, hein, toujours dans le chat. Et puis on se retrouve donc dimanche soir pour reparler de NBA pour peut-être le dernier match et le match du titre pour les Lakers, sauf si Miami nous surprend encore. Merci Apollo, merci à Tom en régie, merci Erwan. Merci Thomas. Merci Danny Green. Et merci Danny Green. Merci Danny Green. Allez, ciao. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved. Cause I'm bout it. If you bout it.